les cyberstories racontées par les femmes du CEF6. Bienvenue, chères auditrices et auditeurs, pour ce 4e podcast du CEF6, Cercle Femmes Cybersécurité. Créé en 2016 par la docteure en informatique Madame Nassira Salvan, le Cercle des femmes de la cybersécurité est une association pionnière sur les sujets d'inclusion dans la filière cybersécurité en France. Pour notre invitée, son métier est un engagement qui démontre que là où la fracture numérique est présente, on peut faire de cette profession une réalité, car tout est accessible. Le costume du RSSI, n'importe qui peut le porter et l'accorder à sa mesure. Nous pouvons tous contribuer à lutter contre les stéréotypes, favoriser la mixité et le leadership des femmes dans la filière cybersécurité en menant des actions concrètes. D'ailleurs, ces femmes que vous allez entendre ne portent pas de suite à capuche, mais elles travaillent dans la cybersécurité. Ce projet de podcast est une manière pour nous de mettre en avant des profils féminins en mêlant des témoignages de lauréates des trophées CEF6 et des prises de parole d'expertes sur des sujets d'actualité. Notre association comprend plus de 500 membres, dont 15% d'hommes, avec des profils très variés comme des DSI, des chefs de projet, des consultants en cybersécurité, des hackers et hackeuses éthiques, des experts en cybersécurité, des avocats et des femmes hors conversion. Ce 4e podcast a pour objectif de donner la parole à une femme RSSI, responsable de la sécurité des systèmes d'information. Je suis Manon Dubien, vice-présidente du Cercle des femmes de la cybersécurité, et j'ai le plaisir d'accueillir une membre fidèle du CEF6, Madame Nastéo Aden. Bonjour à tous et merci Manon pour cette invitation. Avec grand plaisir, merci d'être venue. Nous allons donc aborder un sujet d'actualité avec toi, les sauvegardes et leurs impacts écologiques, avec ta vision en tant que RSSI. Alors, peux-tu nous expliquer de façon simple en quoi consiste ton métier de RSSI, pour quel type de structure tu travailles ? Merci Manon. Alors le métier de RSSI, souvent j'aime beaucoup faire l'analogie avec un chef d'orchestre d'une symphonie. En fait, dans un écosystème de systèmes d'information, donc on a un certain nombre de choses, des processus, des données, et tout cela sont quand même, comme un peu à l'image de l'orchestre, plusieurs instruments et plusieurs joueurs d'instruments. Et le RSSI, en fait, fait en sorte de coordonner tous ces corps de métier-là pour que la symphonie et la musique qui en sort nous permettent à la fois de mesurer une bonne maturité de sécurité pour l'environnement et l'écosystème de l'entreprise et surtout nous protéger, prévenir, mettre en place les mécanismes et les contrôles qui vont bien pour que tout le long de cette musique, tout le long de cette symphonie, nous ayons les bonnes personnes au bon endroit, les mécanismes au bon endroit pour que ça chante bien et surtout que ça sécurise bien. Très belle définition. Merci Nastéo. As-tu choisi ce métier ou avais-tu d'autres ambitions à la base ? Alors moi, je suis tombée dedans très très tôt, sans nommer ça la cybersécurité et encore moins RSSI, parce que je ne connaissais pas ces métiers-là. Je suis fille de militaire et depuis très jeune, je traînais à l'état-major de mon père et je voyais souvent traîner des dossiers par-ci par-là, des mots passés comme confidentiel, secret défense, top secret, des portes se fermer, d'autres s'ouvrir. Et je me suis toujours demandé dans cet écosystème-là comment on sécurisait les données, comment les décisions étaient prises et comment tout cela était fluide. Donc très tôt, je suis tombée dans cet univers où il fallait des accréditations pour avoir une chose, il fallait suivre tel processus, telle demande, telle gestion. Et je me suis toujours demandé, justement, cette symphonie, elle se jouait où ? Et donc, finalement, en grandissant, donc j'ai été aussi très baignée dans les métiers de la technologie, on va dire. Donc, on va appeler MSN à l'époque, surtout. Voilà. Et donc, très vite, on tombe dans les jeux vidéo, on tombe dans tout ça. Donc, une petite impétence pour les technologies et arrive très vite en grandissant. Et donc, je suis arrivée en terminale et à me demander, comme tous les jeunes, mais que vais-je faire, que vais-je devenir ? Et une passion particulière pour tout ce qui était les métiers de l'espionnage, le secret défense et tout ce qui était caché. Mais où sont cachées les choses et comment les cache-t-on ? Voilà tout ce que je me suis toujours demandé. Et donc, j'ai fait une prépa au lycée Paul Éluard à Saint-Denis en ne sachant toujours pas ce que j'allais faire et ce que j'allais devenir. Mais
tout hasard, et je dis toujours que le hasard n'est que le rendez-vous des gens préparés. Quand en 2007-2008, on a eu un grand boom d'un effet marketing où on commençait à parler du cloud computing, de la cybersécurité, et c'est là où j'ai appris ce mot-là, c'est là où j'ai appris ces métiers-là. Et donc à l'obtention de la fin de ma prépa et des concours, je suis arrivée à l'ESIGETEL où j'ai pris une spécialisation sécurité, administration, système et réseau, et c'est là où j'ai découvert pleinement les métiers de la sécurité. Encore là, je ne savais pas ce qu'était RSSI. Et donc, en sortant d'école d'ingénieur, dans un premier temps, donc j'ai travaillé sur mon stage de fin d'études dans un éditeur de systèmes de sécurité. Et c'est là où j'ai appris tout l'écosystème de l'intégration, des distributeurs, des éditeurs, des clients finaux. Et c'est là où s'est dessiné devant moi tout un écosystème d'usage et d'usagers des métiers de la cybersécurité. Et un jour, encore le hasard, ce fameux hasard du rendez-vous, je découvre une dame qui s'appelle Madame Nassira Salvan, qui était RSSI. Et donc, elle nous expliquait ses métiers, où elle nous parlait justement de ses engagements, de comment elle avait parcouru ce métier-là. Et à ce moment-là, en 2011, l'association n'était pas encore créée. Et je l'avais découvert au hasard d'un rendez-vous où elle présentait, elle nous parlait à d'autres jeunes, etc. Et ce jour-là, j'ai pris une feuille blanche et j'ai noté en haut de cette feuille RSSI. Et j'ai construit tout mon projet professionnel depuis 2011 à aujourd'hui pour devenir RSSI et quelles étaient toutes les qualités à la fois techniques et fonctionnelles qu'il fallait avoir pour comprendre les personnes techniques. Parce que un RSSI, comme j'aime à le dire, c'est ce chef d'orchestre. Il ne joue aucun instrument mais comprend tous les instruments et a l'oreille musicale pour tous les entendre et surtout tous les mettre en harmonie. Et donc c'est comme ça que j'ai parcouru ces 12 dernières années, les métiers de l'intégration. J'ai débranché et rebranché des serveurs. J'ai détesté faire ça, mais j'ai tellement appris. J'ai appris les métiers du développement. J'ai détesté ça, mais je sais développer. J'ai appris les métiers de l'avant-vente. J'ai adoré rencontrer des gens et les convaincre que l'architecture que j'avais designée était la meilleure pour eux. Ensuite de ça, les métiers d'audit. Auditer d'autres personnes et d'autres architectures qu'ils avaient designées et comprendre que en fait ce que j'imaginais être le meilleur à ce moment-là, en réalité ce n'est qu'une perception. Il y avait ce qu'on appelait les bonnes pratiques. À ce moment-là, d'intégrer la bonne pratique avec les planches d'audit, d'apprendre ce qu'était 27001, de comprendre ce qu'était la conformité, la gouvernance et enfin intégrer le dernier volet qui était le risque. Et donc tout cela m'a permis de passer des métiers de l'intégration, de l'avant-vente, du conseil en GRC, de l'audit 27001, des audits 27005 et enfin me dire il y a quelques années, donc exactement en 2021, ça y est, c'est bon, je suis prête. J'ai tous les outils qu'il me faut pour être RSSI. Je peux à la fois parler aux personnes techniques, les comprendre, les entendre, les écouter et interpréter pour les personnes fonctionnelles et enfin finalement créer l'harmonie qui va bien pour en sortir les rapports et les indicateurs. Ce qu'il ne faut pas oublier que le porteur du risque, c'est la direction générale et souvent eux parlent aussi une autre langue et ils ont besoin de comprendre que les indicateurs sont au vert et nous de tout faire pour qu'ils restent au vert. Exactement. Mais c'est tout à fait passionnant. En plus, j'aime bien découvrir à chaque fois les réponses de mes invités. Donc, je suis ravie que tu connaisses Nassira même avant la création de l'association, que tu aies construit vraiment ce métier-là parce que tu l'as choisi quand même, en fait. Et j'ai regardé sur les réseaux sociaux et effectivement, on voit que tu as un profil et un parcours d'ingénieur. Tu viens de confirmer qu'en fait, le fait de changer de poste avant d'être RSSI t'a permis de construire en fait ton mode de fonctionnement en termes de gouvernance, de pilotage. Ça t'a apporté que du plus, en fait. Alors, pour être très honnête avec toi, j'ai choisi ce parcours-là pour une chose qui relève de la résilience. Souvent, en tant que femme, on est challengée. Et je refusais à ce qu'on me mette à défaut, à la fois pour ma compréhension et aussi pour mes restitutions. Et donc, j'ai fait le choix de renforcer mes aspects techniques, de telle sorte à ce que si on me parle de paquets ou qu'on me parle d'autre chose, pas de souci, vous pouvez me challenger sur la technique, tout autant que vous pouvez me challenger sur le fonctionnel et sa restitution. Donc, c'est un choix volontaire, je me suis fait du mal. J'ai pas aimé un certain nombre de choses sur ce parcours-là quand il a fallu développer, écrire, comprendre et mettre en œuvre. Mais je me suis fait justement ce parcours-là pour être sûre aujourd'hui que lorsque je serai assise sur ce siège-là, je serai assise d'abord par ma légitimité et aussi et surtout
par ma conviction, celui d'être justement RSSI. Je me refuse le syndrome de l'imposteur, je me refuse un certain nombre de choses parce que pour moi, c'est une manière de se donner des pensées limitantes. Et donc pour cela, j'ai même fait une formation de CEH, donc certifié Ethical Hacker, alors que je ne sais absolument pas. Absolument pas. Tu l'as eu ? Oui, je l'ai eu. Alors que je ne sais absolument pas faire de pentest. Mais alors quand un pentester me parle, t'inquiète pas, j'ai fait LV2 CEH. Donc on se comprend. Donc voilà. Et donc j'ai fait ce parcours-là à la fois technique pour arriver au fonctionnel. J'ai même fait en fait après l'intégration des audits de conf pour être sûr que en fait à la fois il y ait l'écriture et la lecture sur les aspects techniques, parce que quand on va être autour de la table et par un certain nombre d'anecdotes et d'expériences que j'ai subies en tant que femme dans les métiers techniques, en fait il y a un moment où je me suis dit vous voulez me challenger, venez on joue. Et donc c'est aussi ça qui m'a motivée en fait. Une vraie combattante, cette rage en fait de combattre le syndrome de l'imposteur. Bravo, c'est comme ça je pense qu'on verra plus de femmes dans la cybersécurité. Donc ça j'en suis totalement admirative. On va rentrer dans le vif du sujet de nos sauvegardes. Donc je vais te poser 2 questions. La première, quels sont les principaux défis auxquels une RSSI est confrontée en matière de sauvegarde informatique ? Alors merci beaucoup pour cette question, puisque c'est en fait important de reposer le cadre général quand on parle de sauvegarde et de méthodologie. Alors cette thématique, elle est importante parce qu'en réalité, une donnée a un cycle de vie, donc de sa création, de sa manipulation, en passant par tous les aspects de transfert, etc. Enfin vraiment d'exécution et de traitement de cette donnée, et en marge la donnée à froid, son stockage. Donc elle a une valeur, elle a une pondération, elle a une durée de vie aussi à froid, et souvent c'est aussi une forme de vulnérabilité de ne pas sécuriser cet aspect-là. Mais c'est aussi des mesures qui sont importantes. Donc il y a un cadre général autour de la sauvegarde qui sont pour moi résumés sur 5 aspects. Donc déjà les technologies à utiliser appropriées pour ce stockage-là, les politiques de sécurité et de rétention, donc qui imposent par exemple d'avoir une classification des documents, qui imposent de comprendre les volumétries, qui imposent d'en mesurer en fait finalement tout le processus qu'on met en œuvre pour la politique de rétention et de stockage des données, enfin leur sécurité, la sécurité des sauvegardes immuables, et enfin bien sûr les tests de restauration si on en a besoin. Et tout cela est une stratégie et un métier à part entière et une articulation à part entière. Si on revient sur l'image de l'orchestre, c'est souvent cette petite note de fin qui nous permet de rejouer, de relancer, ou le solo par exemple d'un artiste. Et donc ça, c'est très important d'assurer ce solo-là, et donc sur le stockage. Cette thématique, elle est importante aujourd'hui parce que c'est celle qui a aussi la plus grande valeur finalement de nos données, parce que c'est celle qui va permettre de laisser par exemple une empreinte de la manière dont on manipule nos données. C'est celle dans laquelle, quand elle est laissée un peu en marge, qui donne énormément d'informations aux hackers. Donc c'est vraiment le point central, souvent en marge. Je dis souvent en marge parce que c'est pas le cas, parce que la bonne pratique nous impose quand même d'avoir une vision sur nos sauvegardes, mais en marge. Et pour te répondre enfin, tous ces 5 points-là, donc des technologies à mettre en œuvre, du stockage, des politiques et tout cela, rentrent dans finalement toute l'épreuve de manipulation de la donnée. Ok, tout à fait. Et toutes les entreprises d'ailleurs sont concernées. Je t'ai pas demandé tout à l'heure pour quelle entreprise exactement, quelle structure tu travailles en tant qu'RSSI. J'aimerais juste qu'on y revienne avant de poser la deuxième question. Très important, et ça met aussi le lien sur cette thématique-là. Moi, je travaille dans une institution publique qui est l'URSSAF Caisse Nationale, et donc qui est la branche recouvrement. Et donc dans tout cela, donc les usagers, donc c'est vraiment c'est 65 millions de Français. Donc c'est très important. Wow. C'est tout le monde en fait, l'URSSAF en réalité. Et donc du coup, j'ai rejoint l'URSSAF en septembre dernier, et j'aime énormément parce que ça permet en fait une institution comme celle-ci, ça permet aussi d'avoir une vue vraiment 365 de tous les enjeux que l'on peut avoir au quotidien, et donc voilà, c'est un univers où je m'épanouis depuis 7-8 mois maintenant. Donc voilà. Et du coup, cette approche gouvernance doit être assez colossale.
s'il y a autant d'utilisateurs, autant de personnes concernées? Alors, j'ai été embauchée pour une mission précise, voilà, d'accord, qui est en fait justement dans ce challenge que tu dessines, qui est aujourd'hui de pouvoir mesurer et de mettre en conformité l'ensemble, un gros bloc donc des systèmes d'information et la mise en conformité et la mesure en fait finalement de notre maturité du risque. C'est ce qui nous permet de nous confronter et nous conforter sur la bonne marche qu'on est en train de suivre. Merci Nastéo. Je vais faire quand même la transition sur tes engagements écologiques. Et je voudrais te demander comment une RSSI peut évaluer en fait l'impact environnemental de la sauvegarde informatique et aussi mettre en place des mesures pour réduire cet impact sur les territoires. Alors, cette question, elle est très importante parce qu'elle renvoie d'abord à mon métier, mais aussi à mon engagement. Moi, je viens d'une ville qui est Stein, donc qui fait partie d'une agglomération de communautés, donc qui est pleine commune, et on a beaucoup de data centers à Saint-Denis, à Aubervilliers, à La Courneuve, et à chaque fois que je regarde mon territoire, je me dis que nous, acteurs des métiers du numérique, on a une responsabilité, justement sur toutes ces consommations de data centers sur nos territoires, et avoir une vision écologique. Pour moi, elle est importante, à la fois dans nos postures, dans nos responsabilités, dans nos arbitrages, parce qu'en réalité, c'est vrai, nous sommes des métiers de RSSI, nous sommes des métiers du numérique, mais nous restons avant tout des individus dans un écosystème et dans une société. Et nos décisions doivent être aussi rentrées dans cette logique-là, dans des logiques de territoire, dans des logiques d'environnement, et les entreprises de plus en plus sont aussi, par leurs aspects RSE, de véritables engagements écologiques. Et la sauvegarde est un point très important parce que c'est des données qu'on stocke et qu'on laisse un peu à froid sur le côté. Et donc, en tant que RSSI, il est important aujourd'hui d'évaluer nos stockages et de se poser des fois des questions très simples. Avons-nous réellement besoin de stocker autant de données et pour combien de temps ? La question de l'archivage, la question de l'identification de cette donnée-là et même la sensibilisation auprès des collaborateurs sur la création des données, sur la multitude d'informations et de documents qu'on peut se transmettre, créer, stocker, etc. Et de la sensibilisation, souvent, elle ne passe pas simplement par les bonnes pratiques de sécurité par rapport à l'hameçonnage, par rapport à, par exemple, les bonnes pratiques sur le poste, ne pas mettre les clés USB, etc., etc. La bonne pratique aussi, elle passe par les types de données, la volumétrie de données de documents Word, de PowerPoint que l'on peut créer, la durée de vie qu'on peut leur donner, et surtout, souvent, on oublie en tant qu'usager, entre guillemets, si je puis dire ça, souvent, on oublie de faire du nettoyage sur son poste et de la suppression sur son poste, parce que c'est autant de données qui restent finalement, dont on n'a plus besoin. Et tout comme on fait du tri à la maison, on fait aussi du tri dans les données, on fait aussi du tri dans les mails, et ça vaut à la fois pour nos usages professionnels et aussi personnels. Lorsqu'on a une boîte mail Gmail remplie à un nombre de gigas incroyable, avons-nous réellement besoin de toutes ces données-là? Et en tant que RSSI, je pense que c'est un point important de prendre aussi nos décisions avec des visions écologiques, parce que finalement, les orientations que l'on va donner, les contrôles et les mesures qu'on va mettre en œuvre, elles rentrent dans une logique beaucoup plus globale, et ça permet de faire des liens RSE, technologie, sécurité, et finalement, le RSSI devient un nouveau chef d'orchestre qui dépasse finalement une symphonie qui dépasse les murs de la structure auquel il répond. Exactement. Tu as très bien résumé. Merci d'avoir répondu à ce sujet d'actualité qui concerne vraiment tout le monde, à l'approche aussi des Jeux Olympiques. J'imagine que la sauvegarde est très importante. Non. Tout à fait. Elle nous permet de redémarrer des systèmes en cas de panne. C'est surtout ça. Tout à fait. Mais dans ton métier, si on y revient un petit peu, on voit qu'il y a très peu de femmes RSSI en vérité. Moi qui ai eu l'habitude d'échanger avec énormément d'RSSI, j'ai presque toujours eu des hommes, et je peux compter sur les doigts d'une main à chaque fois quand j'ai eu des RSSI qui montaient des projets de certification 27001, HDS, etc. Donc comment tu arrives vraiment, explique-moi, comment tu arrives à t'imposer dans ce milieu hyper masculin
Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, parce que tu n'es pas qu'engagée de manière écologique, tu es aussi engagée au Cercle des femmes de la cybersécurité, donc tu sens bien que ta voix porte et est importante dans la filière. Donc est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton épanouissement? Alors si je devais cocher le nombre de cases qui me limiterait, ce serait incroyable. Femmes, diversité, ville populaire, etc., etc. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, au lieu de faire des listes de ce qui me bloque, je fais des listes de ce qui me débloque, si je puis dire ça. Et avoir un environnement qui permet l'épanouissement, le CF6 en est un et Nacera par son travail en est un. Je trouve plaisir aujourd'hui à en parler, à prendre la parole dans différentes plateformes au sein du CF6 et par ailleurs, au travers de mon association aussi pour vraiment faire le lien dans ces métiers-là. Parce que il y a quelque chose qui est simple en fait, c'est la question de la représentation. Voir quelqu'un faire, ça donne envie de faire et Exactement. surtout ça montre que c'est possible de faire. Exactement. Et donc en fait, ces 2 points, d'abord je m'amuse souvent des attitudes. Par exemple, une petite anecdote, je devais faire un audit pour un client, donc je suis arrivée à l'heure du rendez-vous, vraiment équipée, vraiment sac, ma planche, etc. Et donc le client m'accueille en me disant on va patienter, on attend Monsieur Aden. Je dis je vais attendre avec vous alors. Très bien, attendons. On a attendu un petit quart d'heure. Je dis comme Monsieur Aden veut pas venir, si vous voulez, je peux faire l'audit. Je me présente, bonjour Madame Aden. Et donc, mais c'est aussi ça, parce que dans l'imaginaire de tous, finalement, quand on échange par mail, on ne s'attend pas à ce que ça soit une femme, et puis surtout, on ne s'attend pas qu'elle nous comprenne. Enfin, il y a un imaginaire un petit peu comme ça. Et donc, voilà, au lieu de compter ce qui serait un point bloquant ou un point limitant, aujourd'hui, je montre aux femmes finalement qu'il faut pas qu'on soit nos propres limites. Il existe beaucoup de femmes, le CF6 les met beaucoup en lumière et le nombre de rôles modèles que je rencontre au sein du CF6 est juste incroyable. Donc vraiment moi j'encourage et j'œuvrerai toujours au sein du CF6 parce que Nacera a impulsé aussi un peu ce qui est écrit sur ma feuille blanche il y a 11 ans. Donc j'espère le faire aussi à ma hauteur et rendre aussi cet appareil-là. Et puis enfin, modestement, moi j'aime à dire que le hasard c'est le rendez-vous des gens préparés. Donc soyons prêtes pour le prochain rendez-vous. Et c'est exactement ça. D'ailleurs, j'ai pris le bouquin avec moi. Je suis une femme et je travaille dans la cybersécurité, parce que tu as quand même une page dans ce livre, dans ce tome 2. Qu'est-ce que ça t'a fait de prendre la parole sur du papier, parce que toi qui es très numérique également, est-ce que tu vois un petit peu l'impact que ça a par rapport aux nouvelles générations et à cette fracture du numérique qu'on abordait? Alors là, tu me prends par les émotions. Alors vraiment la première chose qui m'a fait quelque chose quand le livre est sorti, c'était dans le regard de mon père. Il m'a regardé, il m'a dit tu l'as fait. J'ai dit oui. Ça a été vraiment cet échange court où on s'est regardé, il m'a dit tu l'as fait, je dis ouais ça y est c'est bon je suis RSSI. Et donc ça a été surtout ça, c'était de montrer qu'en fait le papier a matérialisé, c'est un peu cette poésie en fait du métier que j'ai écrit sur une feuille et de l'avoir réécrit dans le livre de Nacera, de l'association. Donc ça a été un peu cette poésie qui a mis 11 ans à se dérouler, cette symphonie, j'aime beaucoup cette petite musique qui a mis du temps à se mettre en œuvre, à s'accorder, et puis finalement aujourd'hui je trouve un vrai plaisir à faire mon métier, je trouve un vrai plaisir à le transmettre, donc voilà, c'est pour ça aussi que je travaille dans nos villes pour montrer c'est possible, regarde, enfin moi j'ai pas besoin de faire du hacking tous les matins, au contraire c'est accessible, c'est possible. Et puis s'il y a un truc qu'on ne sait pas, on se forme. Enfin, il faut pas qu'on soit nos propres limites. Et donc en fait, ce livre m'a vraiment fait quelque chose, parce que le fait de l'écrire et de le poser et puis de se voir, c'est quand même quelque chose de se voir. Ouais. Et oui, donc c'est fait. Mais pour autant, c'est pas gagné, parce qu'on a beaucoup à apprendre. C'est un métier qui évolue énormément. Moi, il y a tellement d'aspects que je ne maîtrise pas et que j'ai envie de maîtriser et que je vais aller, etc. Mais c'est long. Voilà. Et puis surtout de se dire c'est pas parce que en fait c'est un métier qui est en mouvement que nous on n'est pas on est figé, mais pas du tout. La formation elle est accessible, le réseau est incroyable, il est petit mais grand à la fois. Donc le fait que le CF6 mette en place un Slack où on peut se poser des questions, on peut trouver des formations, on peut trouver d'autres femmes qui ont les mêmes enjeux. Enfin moi il m'est arrivé il y a quelques temps, je crois il y a 2-3 ans, où il y avait un truc sur lequel il me fallait un retour d'expérience pour me dire est-ce que l'arbitrage a du sens, comment ça se fait dans les autres entreprises. Et tout de suite ça crée un cercle, un réseau où on peut se poser les questions, avoir les retours d'expérience. Donc en fait c'est un métier
qui a beaucoup d'enjeux, qui a beaucoup de mouvements, mais en réalité, en fait, on est tous interconnectés. Il est hyper petit et pourtant grand par son enjeu, quoi. Si brièvement, tu peux nous dire aussi quelle est ton autre association, qu'est-ce que ça a impulsé chez toi justement d'avoir beaucoup au niveau du CEF6. J'ai vu que tu avais fait ta propre structure associative. Tu peux m'en dire un peu plus? Alors, j'ai fait cette structure-là parce que le fait d'œuvrer tout le temps, il me manquait un cadre. Donc, il fallait que je pose un cadre. L'association s'appelle Carré Citoyen et autour du carré, en fait, dans les 4 faces, c'est s'informer, se former, s'organiser pour se mettre en action, quelle que soit l'action. Et donc, en fait, je suis partie d'un cas pratique. Aujourd'hui, les jeunes manquent de stage. Parcoursup, c'est très difficile. Et donc, en fait, moi, je fais le pari aujourd'hui de les prendre en stage de 3e et de seconde pour qu'en fait, quand ils vont remplir leur dossier Parcoursup, donc en terminale, ils aient déjà une touche cybersécurité, un sujet différenciant et que dans nos villes populaires, en fait, on soit populaire par notre technique. Et donc, du coup, cette année, je prends 20 jeunes de 3e en stage pendant une semaine. Et donc, ils vont découvrir les métiers de la cybersécurité. Ils vont faire l'initiation au codage. Et pendant 5 ans, donc jusqu'à l'obtention de leur bac et leur intégration en première année de ce qu'ils feront, où ils iront, ils intégreront les alumni de l'association. Et donc, derrière, ils auront accès à des bases d'informations. Ceux qui veulent être autodidactes pendant l'été, ceux qui veulent apprendre, etc. Il y aura toutes les informations. Et comme je leur dis, il y a 2 manières de se former. Soit l'information vient à toi, soit tu vas la chercher. Et maintenant, il y a un cadre qui est posé. Et donc, avec vraiment beaucoup d'ambition d'être en partenariat avec beaucoup d'autres associations, des structures locales, des structures beaucoup plus grandes comme le CEF6, et de se dire, demain, en fait, on va ramener les rôles modèles, leur montrer tout ça avec une proximité locale. Mais bravo à toi et on te soutient à fond. On se revoit bientôt pour ce rendez-vous. Pour nous aussi, il est important de sensibiliser, d'aider, de former à tous âges. Parce que vraiment, la cybersécurité, c'est toute sa vie, cette formation-là. Yes. Un grand merci, Nastéo. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? J'ai tout simplement envie de dire merci au CEF6 parce que j'ai fait un grand nombre de prises de parole grâce à vous. Vous donnez beaucoup d'opportunités aux femmes comme moi et en fait, d'exercice en exercice, ça permet aussi de prendre confiance et consolider nos positions et nos postes, c'est aussi nous donner confiance et ça, c'est juste merci quoi. C'est vraiment grâce au CEF6. Mais avec grand plaisir. Moi, je suis à chaque fois impressionnée par tes prises de parole. J'ai vu lors du FIC quand tu as pris la parole aussi ce charisme que tu as. On peut même pas douter une seconde en fait du syndrome de l'imposteur qui pourrait ne serait-ce que t'effleurer. Donc c'est bravo à toi. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner dans ce 4e podcast du CEF6. Merci d'avoir pris la parole. Nous avons besoin de rôle modèles comme toi pour faire évoluer les mentalités en valorisant l'inclusion autant en cybersécurité que dans le numérique. Je remercie également notre CEF6ienne Clotilde Madège, productrice de nos podcasts pour la réalisation de ce 4e épisode 100% féminin. Vous avez écouté la 4e cyberhistoire racontée par une femme exceptionnelle, Nastéo Aden. Retrouvez toutes les informations de l'association CEF6, Cercle Femmes Cybersécurité, et bien sur notre site web, cef6.fr, le site des trophées, et d'ailleurs bientôt la 5e édition des trophées des femmes cyber, une portée européenne, cyberwomanday.com. Rejoignez la communauté engagée du CEF6 en envoyant un mail à contact@cef6.com et on se retrouve très vite pour un 5e podcast.